Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre. À présent, les titres au sommaire de ce journal. Fin des travaux de la 14e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF. Une rencontre interparlementaire qui a réuni à Abidjan plus d'une vingtaine de présidents d'assemblée et de sections d'Afrique pour le renforcement de la diplomatie parlementaire autour de défis communs. Le soutien du gouvernement ivoirien à 354 familles de Lakota, ressortissants du village de Zokolilié. Ils sont sinistrés après les dernières fortes pluies sur leur village. Ils ont reçu plus de 50 millions de francs CFA de dons par l'action du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et puis une affaire inédite aux États-Unis. Donald Trump a été entendu par la justice new-yorkaise et plaidé non coupable des 34 chefs d'accusation retenus à son encontre. L'ex-chef d'État américain a été inculpé pour avoir orchestré une série de paiements pour avoir étouffé 3 affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016. Bienvenue dans ce 23h. La 14e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF s'est tenue d'hier à aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une vingtaine de présidents d'assemblée et plusieurs délégations parlementaires sont venus de pays francophones pour prendre part à ce rendez-vous interparlementaire et également pour débattre de divers sujets relatifs à la paix, la sécurité, l'environnement ou encore le développement des défis communs. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a, au cours de cette occasion, reçu la distinction de prestige de l'APF, la distinction de Grand Croix. Suivons ce reportage de Moussa Konaté. 14e réunion des présidents d'Assemblée et section Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Les parlementaires des États francophones sont réunis à Abidjan, la capitale économique, pour une fois de plus échanger sur les questions de sécurité et de développement. Nous continuons de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation politique dans la zone sahélo-saharienne. Les événements récents dans cette zone touchent plusieurs pays dont les parlements sont membres de notre Assemblée. Il s'agit là d'un défi pour la communauté francophone. Démontrer qu'elle a toute sa légitimité lorsqu'elle est appelée à intervenir sur les enjeux de démocratie, de droits de l'homme et surtout de paix. L'APF, organe consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie. L'institution souhaite donc une meilleure coopération interparlementaire pour relever les nombreux défis. L'APF doit être, et le fera avec efficacité, présent sur tous les grands théâtres où des difficultés se présentent et où la médiation de parlementaires est nécessaire. Vous connaissez tous ces théâtres-là, je ne vais pas citer les situations, mais nous pouvons tous intervenir beaucoup plus fortement et beaucoup plus efficacement que ça ne l'est aujourd'hui. Cette 14e conférence des parlements des États francophones réunit une vingtaine de présidents d'institutions parlementaires de différents pays. Une présence remarquable dont se félicite Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale appelle à plus de dynamisme dans les initiatives. Nous devons donc, par cette grande force que nous représentons, revisiter donc les textes de l'APF pour que l'APF devienne donc pas seulement un moyen de rencontre, mais qu'au lendemain de nos rencontres, nous puissions élaborer une matrice d'action qui, au bout, fait de l'APF un vrai instrument de rapprochement. Et je voudrais donc que l'APF, justement, puisse être le support, le vecteur par lequel les peuples qui composent cet espace se rapprochent encore plus davantage. En sa qualité d'ancien président de l'APF, le président Adama Bictogo reçoit la distinction de Grand Croix de l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Et en marge de cet événement parlementaire, la présidente de l'Assemblée nationale française a animé une session d'échange et d'expérience à l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Des discussions sur l'engagement féminin, la diplomatie et le rôle des parlements, mais également sur les diplomaties parlementaires, suivant cet élément rapporté par Souleymane Donissongou et Franck Wadio. Présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet
est dans les locaux de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Au programme, rencontre avec les auditeurs et entretien autour de son parcours. Nous nous engageons en politique parce que nous poursuivons un objectif qui est bien plus grand que nous, qui est un objectif que nous partageons tous, quelles que soient nos opinions politiques. Nous poursuivons un objectif d'intérêt général. Et cet engagement politique à la poursuite d'un intérêt général est une action qui ne se déroule pas pour soi-même, mais pour autrui. Abordant les questions en rapport avec les activités parlementaires et le genre, Yael Brown-Pivet exhorte la gente féminine à faire preuve d'audace. Notre Assemblée est capable de se rassembler, mais effectivement, il arrive qu'il y ait besoin d'utiliser un outil constitutionnel pour pouvoir passer une réforme qui est une réforme dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est compliquée. Pour faire avancer la parité, il faut une volonté des partis politiques, mais ça ne suffit pas. Il faut des femmes candidates, il faut des femmes qui se lèvent et qui disent « je me sens concernée, je veux m'engager et je me présente à une élection ». Initiateur de cette plateforme d'échange, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique PCA de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly a voulu profiter de la présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France pour organiser un panel de discussion sur son parcours inspirant, sur le travail parlementaire, sur l'engagement des femmes en politique. Et c'est toujours dans la continuité du renforcement des capacités de nos auditeurs. C'est sur invitation d'Adama Bictogo, présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, est à Abidjan. L'Observatoire du service public se rapproche des administrations régionales. Ainsi, la ministre de l'administration publique ivoirienne a remis aux préfets de région et directeurs régionaux des bornes tactiles, des outils pour enregistrer les préoccupations et niveau de satisfaction des usagers clients des services publics ivoiriens. Le point avec Grace Kando. 55 bornes tactiles remises aux préfets de région et aux points focaux de quelques ministères techniques, ainsi que des lettres de mission aux superviseurs de l'Observatoire du service public OSEP. Les bornes tactiles vont permettre de collecter les préoccupations des usagers clients, mais aussi de mesurer leur niveau de satisfaction. Cet outil, pour nous, est extrêmement important parce que l'objectif final pour l'administration publique, pour la fonction publique, c'est la satisfaction des besoins des usagers, la satisfaction des besoins des populations. Donc, cet équipement nous permettant de recueillir leurs attentes nous aidera à pouvoir adresser efficacement leurs préoccupations. 34 cellules focales seront redéployées dans les régions. Ces cellules focales seront gérées par des superviseurs qui seront chargés de promouvoir l'OSEP et ses missions, ainsi que la stratégie de digitalisation de notre administration en mode de conduite de changement dans les localités, notamment dans les régions. De mener des actions d'autosaisine relativement à des dysfonctionnements et ou à de bonnes pratiques, ou je dirais pratiques prometteuses du service public. La ministre de la fonction publique invite les utilisateurs à être à la hauteur des attentes des usagers clients. Je vous invite à nous soutenir dans cette vision, celle de répondre avec célérité aux besoins de nos concitoyens. La satisfaction des usagers de nos services publics doit être le moteur de toutes nos actions. La collaboration est une nécessité et elle est notre force commune si nous agissons de concert. L'un des défis importants de l'Observatoire du service public reste le rapprochement des populations de ces services sur l'ensemble du territoire national en vue du renforcement de leur proximité. Une innovation dans la gestion des services publics impulsée par la ministre de la fonction publique. Dans la ville de Lakota, les habitants du village de Zokolilié reçoivent 50 millions de dons de la part du gouvernement ivoirien. C'est un geste de solidarité après le sinistre causé dans cette zone par les récentes fortes pluies, selon ce point de Michel Mambo. Zokolilié,
dans la sous-préfecture de Lakota. Le village a vu le 4 mars dernier plusieurs de ses infrastructures, établissements scolaires, cantines, centres de santé et habitations, 354 au total, décoiffés par une forte pluie. Le 9 mars, le village recevait la visite de la ministre de la Solidarité, venue constater l'ampleur des dégâts et apporter la compassion du gouvernement. Après son départ, chose promise, chose due, Miss Belmondogo est de retour à Zokolilié, cette fois porteuse d'un important don de vivres, de non-vivres et de numéraires, l'assistance du gouvernement aux sinistrés. Merci aux fils et aux filles de Zokolilié pour la chaîne de solidarité. Parce qu'en réalité, ce que le gouvernement veut, en réalité, ce que le président de la République attend de chaque Ivoirien, c'est ce que vous venez de faire, créer cette chaîne de solidarité. Que ces dons puissent aller aux ménages les plus pauvres, à ceux qui en ont réellement besoin. Un don qui vient à point nommé selon les élus, cadres, guides religieux et leaders communautaires, eux qui, dès les premières heures, se sont mobilisés. Qu'il me soit donc permis de relever le grand satisfecit de nos parents qui ont vu vers eux la République toute entière suite au sinistre dont ils ont été l'objet. Si, comme le dit l'adage populaire, il est vrai que c'est dans les problèmes que l'on connaît ses vrais amis. Madame le ministre, par cette double visite, vous démontrez aux populations de Lakota que Monsieur le Président de la République, que Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ne tourneront jamais le dos aux populations du département de Lakota. Dans la tourmente qui s'est abattue sur ce village, vous êtes le visage de l'apaisement et de l'espoir. Pour nous, désormais, il n'est plus question de chercher l'ange gardien ou le bon samaritain. Nous avons trouvé en vous. Merci, Madame. Le don du gouvernement, estimé à plus de 50 millions de francs CFA, devrait contribuer à redonner vie au village. Nous restons dans nos régions avec le dossier de ce journal. Ce soir, il porte sur les défis des pisciculteurs dans le Haut-Sassandra, des défis de productivité et de professionnalisme. Ils sont 300 à approvisionner les marchés locaux. C'est une tâche remplie avec beaucoup de difficultés liées à la faible qualité des intrants, mais aussi au coût élevé des alevins et le manque de connaissances pour ce qui concerne la gestion de leur activité, suivant ce dossier que nous rapporte Eugène Atoubé. Dans le campement de Mebo, au milieu de vastes champs de cacao et de véa, ils se sont retrouvés en réponse à l'appel de leur président. Ce sont les membres de la coopérative des pisciculteurs de Zoukougbeu, chef-lieu de département dans la région du Haut-Sassandra. En seulement 2 ans d'existence, 6 sections ont été installées. Chaque pisciculteur, pour ses débuts, bénéficie d'un système d'aide et assistance mis en place par la coopérative. Dans la pisciculture, personne ne peut le faire seul. Il faut le faire en groupe. C'est une opportunité puisque j'ai vu des gens qui ont déjà vendu. Et moi aussi, pourquoi pas moi aussi? Pendant le groupe d'entraide, il n'y a pas de retour sur investissement. La seule chose qu'on demande aux pisciculteurs, c'est de nous donner à manger quand on vient sur son étang. Quand la coopérative vend le poisson du pisciculteur, la coopérative a 10% sur la production du pisciculteur. L'idée d'entraide permet aux pisciculteurs de Zoukougbeu de minimiser les coûts de production depuis l'aménagement des étangs jusqu'aux intrants. Une solidarité grâce à laquelle ils ne regrettent pas d'avoir opté pour cette activité dans une région où le cacao et les véa restent le centre d'intérêt. Cet après-midi, Amadou, pisciculteur depuis 1 an, rejoint les autres membres de la coopérative sur l'exploitation d'un des leurs. Un agent d'encadrement de la NADER y est présent pour conseil. C'est que les aliments donnés aux poissons sont dans la majorité des cas des sous-produits agricoles. Les simples sous-produits agricoles, eux seuls ne peuvent pas permettre d'atteindre ces 2 poissons au kilo. Donc c'est d'utiliser
l'aliment composé ou l'aliment industriel qui est déjà fabriqué par les industriels. On essaie de faire avec les moyens de bord, c'est-à-dire avec la farine basse, le son des blés. Mais on attend de réfléchir à ce niveau aussi, comment on peut trouver une société ou bien un groupe qui a peut-être les aliments. Travailler avec les moyens du bord, mais rester ouvert aux conseils pour les bonnes pratiques. C'est dans ce contexte que les pisciculteurs de Zoukougbe mènent leurs activités. Les poissons prêts à la commercialisation sortent des étangs mieux nourris. 2 poissons au kilogramme contre 4 ou 5 auparavant. Mais la production reste encore en deçà du potentiel et des objectifs, respectivement 500 et 100 tonnes de poissons par an. Ce sont essentiellement des tilapias, des silures, des carpes et des poissons du Cameroun. De plus, il n'y a pas un circuit de commercialisation qui permette à la coopérative de tirer le meilleur profit du peu que les pisciculteurs produisent. Les poissons achetés bord étang et revendus sur le marché par les marailleuses perdent d'emblée leur origine, faute d'une stratégie de valorisation des poissons issus de la pisciculture. À la vérité, les marailleuses ne révèlent pas leur vraie origine. Elles font croire à leur clientèle que ce sont les poissons en provenance de Guessabo au lieu de pêche sur le fleuve Sassandra. Non, elle nous dit que c'est le poisson de Guessabo. Bon, on va acheter. Comment? Les femmes qui viennent payer, eux ils demandent si c'est pour spiculture ou bien c'est pour Guessabo. Le prix de Guessabo et puis le prix de spiculture, c'est pas la même chose. Parce que pour Guessabo est doux. Nous demandons à ces femmes-là qui ont été formées pour qu'ils puissent vendre des poissons de leurs maris pour pouvoir les débarrasser de cette mauvaise attitude qui est entre les maraîchers et nous les producteurs du poisson. D'une localité à une autre, les difficultés, préoccupations, besoins et attentes se répondent. Comme ici, dans cette ferme agro-piscicole à Kramoa, village de la commune de Daloa. Ce sont 3 hectares de bas-fonds qu'exploite Chekna Maïga. Seulement 2 à 2 tonnes et demie de poissons sont vendus par cycle pour des étangs pouvant contenir 100 000 alevins. La cause de cette sous-production, la difficulté à se procurer les intrants de qualité pour mieux nourrir les poissons. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide. On est obligé d'aller nous-mêmes avec nos fonds. On a vraiment besoin de soutien. Nous avons émis une réflexion sur un projet qu'on a appelé Programme Alevin Aliments de qualité. Nous irons au niveau des écloseries pour signer des partenariats et au niveau aussi des industries pour l'aliment. À Daloa, les pisciculteurs se sont regroupés pour créer l'Union régionale des aquaculteurs du Haut-Sassandra, une fêtière de 6 coopératives dont l'objectif est de valoriser et de professionnaliser la pisciculture, secteur dans lequel exercent 875 acteurs intégrant toute la chaîne de valeur. Face aux difficultés à obtenir les intrants, certains fermiers produisent sur place des alevins, à l'exemple de Fertico, ferme Thiro du centre-ouest. Une technicité dont peuvent profiter les autres pisciculteurs pour leurs besoins en alevin. Moi, je recommande tous ceux qui ont des petits étangs, 1 étang, 2 étangs, ils sont obligés d'acheter des alevins avec les fermes sébancières. Maintenant, lorsque tu as l'ambition d'aller plus loin, avoir une grande ferme où tu vas produire près de 50 000 alevins, moi je conseille plutôt aux pisciculteurs eux-mêmes de faire ça, de produire les alevins. En moins de 3 mois, ils peuvent avoir les 50 000 alevins. Ça leur permet de réduire les charges. Le système de production d'alevins de la ferme Thiro ne peut satisfaire la clientèle. La forte demande des pisciculteurs, ceux de Daloa comme ceux de Zoukougbe. C'est ici, dans cette écloserie, à l'entrée de la ville de Gonaté, sur l'axe Daloa-Boiflé, qu'ils viennent se ravitailler. 2 souches, l'une brésilienne et l'autre dite Boaké, sont disponibles. Au bout de 3 mois, grâce à la méthode d'inversion sexuelle, les alevins sont disponibles, vendus 50 francs CFA l'unité pour un poids de 3 grammes. Cette écloserie est la seule dans toute la région du Haut-Sassandra à fournir aux pisciculteurs les alevins qui vont ensuite peupler les étangs piscicoles. Les méthodes de nourrissage, les méthodes de production sont les méthodes les plus archaïques. J'utilise la farine basse de riz, j'utilise les sons de riz et certains même, écoute,
Ils mettent des alevins et puis ils abandonnent, là ils laissent pour que la nature nourrisse leurs poissons. Et puis à la fin de l'année, ils viennent faire des récoltes, mais vraiment de très très maigres récoltes. Donc le souhait, c'est que vraiment les décideurs puissent vraiment nous appuyer au niveau de la région pour rendre plus dynamique la filière aquacole en Côte d'Ivoire. Grâce à un partenariat signé entre l'Union régionale des aquaculteurs du Haut-Sassandra et les closeries de Gonaté, le besoin en alevins des pisciculteurs est une question en partie réglée. Reste celle des aliments composés ou industriels, dont le prix, selon les pisciculteurs eux-mêmes, a connu une montée en flèche. Le cœur à l'ouvrage, ils demandent un accompagnement de l'État pour le développement de l'activité, dans une perspective d'autosuffisance en poissons dans la région du Haut-Sassandra. Et voilà, c'est un dossier réalisé par Eugène Atoubé sur tous les défis que traversent les pisciculteurs dans la région du Haut-Sassandra. Un dossier que vous pourrez revoir sur rti.info. Nous passons à présent à la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce 4 avril 2023, un nouveau cas de Covid-19 est enregistré sur 176 prélèvements effectués. Également, une nouvelle guérison est également enregistrée et à ce jour, 5 cas restent encore actifs et en traitement. Et au moins 27 432 249 doses de vaccins ont été administrées sur le territoire ivoirien. Nous parlons de sécurité. Dans le département de Gagnoa, la localité de Sério a une nouvelle brigade de gendarmerie ouverte. Suivant ce reportage rapporté et commenté par Mahama Traoré. Après 52 km de distance, la délégation du Conseil régional du Gor, conduite par le 3e vice-président Saoué Bizier, arrive dans le village de Sério. Elle vient pour remettre les clés du tout nouveau poste de gendarmerie de cette sous-préfecture. D'un coût de plus de 27 millions de francs CFA, les nouveaux locaux de la gendarmerie de Sério comprennent 5 bureaux et autant de chambres de détention, ainsi qu'une grande salle, assez confortable pour remplacer valablement l'ancien poste que voici, devenu vétuste. Au nom du commandant de compagnie de la gendarmerie de Gagnoa, le MDL-chef Roland Guessan assure que tout sera fait pour que la population vive en tranquillité et en sécurité. Avant même qu'on nous construise le poste de gendarmerie, le bureau de gendarmerie, nous avions déjà construit un collège de proximité. Nous avions fait la clôture du centre de santé. C'est dire qu'ils ne sont pas oubliés. Le 3e vice-président du Conseil régional du Gor rassure les populations que le nouvel édifice sera doté d'une clôture, comme le prévoit le budget 2023. Ce mardi est un jour saint pour l'Église catholique. Une cérémonie religieuse a marqué cette journée, une cérémonie au cours de laquelle un évêque a consacré le Saint-Crème et les huiles qui serviront pour les baptêmes et également pour les sacrements de confirmation et d'ordre. Nous vous proposons cet élément à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët dans le diocèse de Grand-Bassam où s'est tenue une messe chrismale présidée par Monseigneur Raymond Awa selon ce reportage de Laure Goretti. Mardi Saint. À l'instar des 15 diocèses de Côte d'Ivoire, celui de Grand-Bassam a célébré la traditionnelle messe chrismale à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Célébration au cours de laquelle l'évêque bénit l'huile des malades, celle des catéchumènes et consacre le Saint-Crème qui sert pour les sacrements à caractère indélébile, notamment le baptême, la confirmation, le sacrement de l'ordre et la consécration des églises. C'est la consécration de ces huiles par l'Esprit Saint qui fait la différence entre ces huiles et les autres. Donc la bénédiction des huiles est un signe même de la présence de Dieu parmi son peuple. L'engagement qu'on prend signifie qu'on se soumet à l'Esprit Saint pour que l'Esprit puisse continuer son œuvre. Voilà le sens du renouvellement des promesses et des engagements. Au cours de cette messe chrismale, les prêtres renouvellent leur engagement sacerdotal. Cette messe est le signe de l'unité de l'Église diocésaine autour de l'évêque. Ça doit avoir lieu normalement le jeudi matin, mais compte tenu de plusieurs réalités pastorales,
les grandes distances et tout ça. On ramène cette célébration-là le mardi au matin. C'est un renouvellement qui appelle à nouveau la grâce du Seigneur sur chacun de nous pour que le sacerdoce qu'il nous a confié comme service de Dieu et service des hommes soit toujours efficace. C'est une occasion pour faire un petit bilan de sa mission en tant que prêtre. C'est toujours une joie de redire sa fidélité, de redire son envie de servir le Christ à travers son Église. La célébration a rassemblé les fidèles venus de toutes les paroisses du diocèse de Grand-Bassam. Après la messe chrismale, le jeudi saint, les fidèles vont vivre la Sainte Seine qui consacre l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Autre temps fort du jeudi saint, le lavement des pieds, signe d'humilité qui rappelle l'abaissement du Christ. Et voilà, alors que les chrétiens préparent la fête de Pâques en commémoration à la résurrection du Christ, la communauté musulmane, elle observe le mois de Ramadan par le jeûne. Et ainsi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a apporté des dons en vivres à la communauté musulmane de sa région. Suivant ce reportage rapporté par Kader Sogodogo. Wangolo Dougou, permanence du député Traoré Drissa. Des tonnes de riz et de sucre. C'est un don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. C'est sa contribution en cette période de jeûne du Ramadan. C'est une tradition pour le ministre d'État, ministre de la Défense. À cette période, il fait parler son cœur. En donnant plusieurs tonnes de vivres, nous voulons lui traduire notre infinie gratitude. Les populations de Wangolo-Dougou restent reconnaissantes à leurs bienfaiteurs. C'est des dons qui portent un message très fort. Alors pour cela, je voudrais dire merci d'abord à Monsieur le Président de la République, ensuite à Monsieur le Président du Conseil régional. Comme chaque année, les populations de Kong et de Fekese-Dougou ont également bénéficié de la solidarité agissante de Téné Birahima Ouattara. Elle continue d'élever des prières pour lui et pour la Côte d'Ivoire. Et durant cette période de Ramadan, la communauté musulmane reçoit aussi le soutien du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, qui a offert plus de 212 tonnes de vivres à la communauté musulmane du district d'Abidjan, des dons d'une valeur de 258 millions de francs CFA, suivant cet élément de Davis Oyo et Jean-Marc Djadji. Plus de 212 tonnes de vivres, composées de 2941 sacs de riz, 3538 sacs de sucre et 7076 cartons de boîtes de lait pour accompagner la communauté musulmane dans ce mois de piété, de pardon et de partage. Un geste du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré Mambé, au nom du président de la République. Monsieur le ministre-gouverneur, nous vous disons infiniment merci. Chaque année, à la même période, vous apportez votre soutien moral, spirituel et d'importants dons, en vivre et en non-vivre, à la communauté musulmane du district autonome d'Abidjan, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Aussi, faut-il ajouter à cet acte moral le pèlerinage à la Mecque. Cette année, le mois de Ramadan coïncide avec la fin du carême chrétien. La communauté catholique et les autres confessions religieuses ont également reçu des kits en vivres des mains du ministre-gouverneur. Au nom de toutes les confessions religieuses, et à travers vous, remercier son Excellence le Président de la République. 80% des populations ivoiriennes, ce sont des chrétiens et des musulmans. Ce sont ces 80% qui, depuis le 23 mars, jeune. Cette action de Robert Begré Mambé s'inscrit dans l'élan de solidarité institué par le gouvernement. Nous agissons au nom du président de la République. Cela nous réjouit de pouvoir le faire, d'autant plus que la solidarité est l'expression d'une maturation spirituelle, intellectuelle et sociale aussi. Parce que si on arrive à jouer la carte de la solidarité, alors on a avancé. Coût des vivres offerts à la communauté musulmane et aux différentes confessions religieuses
258 millions de francs CFA. Et l'actualité hors de nos frontières aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump a comparu ce mardi devant un tribunal pénal de New York. Donald Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d'inculpation retenus à son encontre par la justice new-yorkaise parce qu'il aurait orchestré une série de paiements pour étouffer 3 affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016. Ce sont $130 000 versés à une star de film pornographique, $30 000 à un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché pour garder le silence, ou encore $150 000 à une femme qui se présentait comme une ancienne maîtresse pour se faire discrète. En somme, Donald Trump devrait être jugé lors d'un procès qui pourrait débuter en janvier prochain et qui pourrait bien peser sur la campagne présidentielle de novembre 2024. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.